Il est convenu dans l'esprit général qu'un artiste c'est forcément un petit peu flâneur, un petit peu rêveur, un petit peu de gauche, du coup un peu son frontiériste, pas trop pour la sécurité, pas trop pour l'ordre. Et donc dès lors qu'un artiste, quelle que soit d'ailleurs sa discipline, s'affiche comme étant de droite, il est semble-t-il normal pour le système et donc pour Wikipédia, puisque Wikipédia c'est vraiment quelque chose de très conformiste, de le signifier, qui plus est de manière infamante, c'est un peu mieux. Donc oui, je suis dessinateur d'extrême droite sur Wikipédia. Même pas de droite, hein, directement extrême droite. D'ailleurs, si je te dis pas de conneries, je crois que j'avais vu ça il y a quelques temps en la parcourant, qu'il y avait écrit ces dessins sont majoritairement racistes, homophobes, xénophobes et antisémites. Donc voilà, ils font des trucs comme ça leur va bien. Avec Expérience de mort imminente scénarisée par Papacito, Marceau refait parler de lui. Mais en avait-il vraiment besoin au fond, tant sa gueule et son style laissent rarement indifférent. Il écume d'ailleurs la toile depuis près de 10 ans. À coups de dessins, de brume et de tatane, Marceau a creusé son sillon dans la bande dessinée, mais aussi dans la polémique. Plus d'une quinzaine d'ouvrages et collaborations diverses ont contribué à façonner une personnalité qui, à l'image des titres de ses premières BD, demeure sans filtre. Nos confrères dépeignent un univers violent, proche de la fachosphère, voire même odieux pour en citer certains, mais peut-il en être autrement lorsqu'on dépeint sans compromis les travers d'une époque dévorée par le politiquement correct? Pour BV, Marceau s'est prêté au jeu du portrait avec la verve qu'on lui connaît. Bonjour Marceau. Bonjour. Vous êtes dessinateur, vous êtes lancé il y a une petite dizaine d'années, en tout cas ça fait une petite dizaine d'années qu'on voit vos dessins en tout cas inonder la toile, les dessins, les polémiques et j'en passe. Même si beaucoup de lecteurs vous connaissent déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter? Eh ben, Marceau, dessinateur, 35 ans, dessinateur polémique, si je pouvais rajouter ce qualificatif. Et c'est à peu près tout, voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin tranquillement. Vous publiez Expérience de mort imminente aux éditions Magnus avec Papacito. C'est une BD moins politique, c'est une BD assez, en tout cas moins dans l'actualité, sur un registre en fait on vous attendait peut-être un peu moins. Pourquoi ce sujet? Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ce projet? C'est moins politique, c'est quand même un petit peu, c'est un petit peu pissé quand même. Comment ça s'est fait cette BD? Bah écoute, on a commencé à bosser avec Papacito, comme on fait d'habitude, en se racontant des trucs qui nous font marrer et en voyant là où on peut aller. Et rapidement est venue l'idée, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, du thème de la vie après la mort. On trouvait ça intéressant de voir comment nos contemporains pouvaient être jugés une fois qu'ils seraient là-haut devant l'espèce de purgatoire, un petit peu quoi, entre Saint-Pierre et Satan. Et donc on a développé tout cet album-là autour de ce thème. Et voilà quoi. Et finalement, en fait, on se rend compte que Saint-Pierre et Satan, les deux sont à la fois sympathiques et pas du tout sympathiques, quoi. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de. C'est plus le paradis et l'enfer, c'est plus deux ambiances que le bien et le mal, en fait. On a presque l'impression. Ouais, de salles deux ambiances, mais les deux sont un petit peu blasés parce que forcément ils voient débouler toute l'humanité avec tout ce qu'elle a tout ce qu'elle a de défauts, tout ce qu'elle a aussi de qualité. Mais donc c'est des types qui sont blasés parce qu'ils ont un débit ils voient passer un flux qui est vraiment gigantesque. Et justement, effectivement, sur la politique, je suis pas d'accord parce que alors c'est moins politique au sens frontal, c'est-à-dire qu'il n'y a plus forcément d'idées développées comme je peux en développer quand tu me poses des questions. Par contre, tout est toujours politique, ça on le sait. Et justement, on traite ça à travers la faiblesse, toutes les faiblesses que peuvent avoir nos contemporains, tous les petits travers de Monsieur Moyen notamment, tous les trucs comme ça. On parle aussi beaucoup du système de répartition des impôts en France. On en parle dans une histoire assez longue. Donc voilà, c'est un très très bon album. Je me permets de dire ça parce que le scénario est de Papacito, donc comme ça, les torts sont partagés. Quand on va sur votre page Wikipédia, le premier truc qu'on lit, c'est dessinateur d'extrême droite. Quand on voit les pages des autres dessinateurs, que ce soit Cabu, Wolinski, les dessinateurs de gauche, on voit jamais ce qualificatif dessinateur de gauche, comme si soit c'est évident qu'il est dessinateur donc de gauche, soit il y a une volonté de marquer quelque part le coup. Mais parce que il est convenu dans l'esprit général qu'un artiste c'est forcément un petit peu flâneur, un petit peu rêveur, un petit peu de gauche, du coup un peu son frontiériste, pas trop pour la sécurité, pas trop pour l'ordre.
Et donc dès lors qu'un artiste, quelle que soit d'ailleurs sa discipline, s'affiche comme étant de droite, il est semble-t-il normal pour le système et donc pour Wikipédia, puisque Wikipédia c'est vraiment quelque chose de très conformiste, de le signifier, qui plus est de manière infamante, c'est un peu mieux. Donc oui, je suis dessinateur d'extrême droite sur Wikipédia. Même pas de droite, hein, directement extrême droite. D'ailleurs, si je te dis pas de conneries, je crois que j'avais vu ça il y a quelque temps en la parcourant, qu'il y avait écrit ces dessins sont majoritairement racistes, homophobes, xénophobes et antisémites. Pas de... Donc voilà, ils font des trucs comme ça leur va bien, mais on connaît très bien la technique. Je crois qu'avec l'histoire de... C'était pas le fonds Marianne, c'était autre chose, là, avec les fact-checkers ou je sais pas quoi. Il avait été prouvé qu'en fait, tous ces types-là, la technique est très simple, c'est-à-dire que on a le système, pour prendre extrêmement large, qui va payer ce genre de type pour faire des articles officiels pour dire voilà, ce mec-là est un enfoiré, c'est un nazi. Et ensuite, ces machins-là sont repris sur Wiki qui dit bah regardez, c'est la preuve que les sources sont bonnes et sont sourcées par définition puisqu'elles viennent de je sais pas quel journal, quel truc. Donc c'est comme ça qu'on fabrique des enculés. Mais moi, ça me va très bien. Ma page Wikipédia, j'y vais de temps en temps pour regarder où ça en est. C'est de plus en plus un torchon, mais ça me va très bien. Ce système, cette petite élite culturelle, vous avez essayé d'y entrer à l'époque ou vous êtes direct parti sur Internet avec votre style et pardonnez-moi l'expression, votre bite et votre couteau? C'est pas que j'ai essayé d'y rentrer de manière, on va dire, frontale pour rentrer dans un milieu, mais un petit peu naïvement au début, j'ai essayé, avant d'arriver sur Internet, je veux dire, de me faire éditer par les voies, on va dire, classiques, c'est-à-dire on prépare un petit dossier photocopié avec ses planches, on envoie ça à des éditeurs, Fluide Glacial, Dargo, etc. Et voyant les refus, je me suis mis sur Internet pour proposer mon travail directement au public, sans filtre, ce qui a très bien marché dès le départ. Mais oui, quelque part, j'ai essayé de rentrer dans ce milieu, mais plus pour me faire éditer que pour rentrer dans le milieu. Bien m'en a pris d'ailleurs. Vous vous êtes toujours senti de droite avec une vision, une optique différente de la majorité de vos collègues, de vos confrères? Non, pas du tout. Disons que je me suis senti de droite quand on m'a fait remarquer que j'étais plus de gauche. C'est un peu particulier, mais je dis ça souvent, c'est que les embrouilles... Moi, en vrai, si on regarde bien, si on regarde dans le détail mes dessins, c'est quasiment moins violent du point de vue de tous les trucs en hist et en phobe et en... Voilà, que ce qui se faisait dans les années 70-80 avec les harakiri, les flux glaciales, même flux glacial. Il y a des mots interdits dans tous les sens, il y a des caricatures de noirs, de juifs, d'arabes, enfin il y en a dans tous les sens. C'est ultra misogyne, mais c'est de l'humour, il n'y a pas de problème. Et donc, moi forcément, me sentant une espèce d'héritier un petit peu de cette école du noir et blanc sauvage des années 70-80, j'ai fait mes petits dessins dans mon coin tranquillement. Et j'ai commencé à subir vers 2015-2016 des attaques de féministes et de progressistes d'une manière générale. À l'époque, on appelait ça les JW d'ailleurs, maintenant c'est les woke. Et forcément, comme je suis un petit peu d'un naturel provocateur, j'en ai rajouté pour bien leur montrer que s'ils n'étaient pas contents, c'était le même tarif. Et voilà, donc c'est juste ça, mais c'est ce qui est en train d'arriver à beaucoup de gens, on va dire, qui étaient progressistes ou de gauche au sens extrêmement large. C'est-à-dire qu'ils se font littéralement bouffer vivants par leurs alliés d'hier, qui considèrent qu'ils sont plus assez progressistes au goût du jour, mais au goût du jour au sens de jour, c'est-à-dire ils sont comparés à hier, aujourd'hui ils font un nouveau truc dans le progrès. Et donc ces gens-là se font nazifier et manger vivants, ce qui m'amuse beaucoup, puisque du coup, sans forcément qu'ils le disent, parce que le mea culpa, ça nécessite quand même une forme de courage, sans forcément qu'ils avouent avoir pensé mal, on va dire, dans le passé, ou pensé trop progressiste, ces gens-là, en fait, viennent vers nous et disent, on peut plus rien dire. Bah oui, du con, mais tu disais ça aussi il y a 3-4 ans quand tu me marchais dessus. Et bah oui, on peut plus rien dire, oui, effectivement. Ouais. Les attaques contre vous, elles se sont quand même globalement calmées. Effectivement, vous faites allusion à une période où votre page Facebook avait été menacée, voire a été supprimée, il me semble, au moins suspendue pendant un temps. On a l'impression que les attaques quand même se sont calmées, que vous vous êtes imposé quand même dans le paysage et que il n'y a plus vraiment de voix, il n'y a plus vraiment de débat autour de votre légitimité à exister, entre guillemets. Elles se sont calmées parce que j'envoie des signaux comme quoi j'en ai vraiment plus rien à foutre. Et c'est la seule manière, en fait, de calmer les attaques. Parce que, comme on est quand même en face de gens qui n'ont pas grand-chose à faire de leur vie autre que de détruire, c'est-à-dire que pour eux, une victoire,
c'est de faire fermer une page. Voilà. Moi, pour moi, une victoire, c'est d'accomplir un projet. À force de travail, c'est de faire un album, c'est de faire quelque chose, je sais pas, même mon potager, de réussir mon potager, c'est une victoire. En gros, c'est d'accomplir quelque chose. Eux, la victoire, c'est de faire fermer une page. Et donc, ou alors de traiter quelqu'un de fasciste pour lui couper ses revenus, etc. On connaît la technique. Et donc moi, au début, j'étais touché par ce genre d'attaque, puisque je connaissais pas comment ça se passait du tout, le milieu, est-ce que... Puis je suis quelqu'un d'assez honnête, donc en gros, quand on me dit « t'es un enfoiré », je dis « bah non, je suis pas un enfoiré, laisse-moi t'expliquer pourquoi je suis pas un enfoiré ». Et en fait, à l'instant où vous êtes estampillé facho, où eux ont décidé que vous l'étiez, c'est terminé. Ça sert plus à rien du tout de se défendre. Moi, j'ai perdu beaucoup de temps à me défendre, qui n'est pas un temps perdu avec du recul, puisque j'ai appris... Enfin, ça me passe au-dessus maintenant, quoi. Et donc, non, vous savez, ces gens-là, les woke, c'est un petit peu comme les enfants. Les enfants qui font leurs intéressants, on dit toujours qu'ils foutent le bordel partout dans un coin, on dit mais laisse-lui faire son intéressant, ça va lui passer. Et ben les woke c'est pareil, il faut les laisser faire leurs intéressants, il faut laisser faire ça, il faut pas, il faut assumer. Voilà, en gros, il faut pas se dire non, je suis pas facho, j'ai rien fait, c'est pas de ma faute. Il faut laisser faire, il gueule et c'est pas grave et puis c'est tout, quoi. Je sais pas si vous êtes un fervent amateur de télévision, mais il y a un documentaire qui avait défrayé la chronique, qui était La Fabrique du mensonge, diffusé sur France 5, où, comme a priori vous faites partie pour eux de la fachosphère dans son ensemble, mais au sens extrêmement large, puisque ça allait de l'UMP jusqu'à Éric Zemmour, en passant par l'Assemblée nationale, a été accusé d'avoir instrumentalisé l'assassinat de la petite Lola et d'avoir, en dénonçant ce crime, d'avoir fait le jeu de l'extrême droite en quelque sorte. Vous avez été plus ou moins concerné par cette affaire-là. Vous en avez pensé quoi déjà de ce documentaire? J'ai vu des extraits, mais j'ai pas pu aller jusqu'au bout parce que c'était vraiment trop. Pourtant, je suis habitué, mais là, c'était vraiment trop. Trop de vilainie, trop de malhonnêteté, etc. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Rien de particulier. C'est une technique assez classique, c'est-à-dire que nous, on dénonce un truc en plus. Enfin, on dit souvent extrême droite, extrême gauche, c'est la même chose, etc. Non, parce que nous, enfin, quand on parle des extrémistes en général, nous, ce qu'on appelle l'extrême droite de manière extrêmement large, vraiment, on est en légitimité en fait de gueuler et de pas être content parce qu'en fait on est chez nous et qu'on voit notre pays qui change hyper en mal. C'est-à-dire que c'est bon, la France ça devient Haïti petit à petit, donc on est en droit nous de gueuler. Et donc le système d'une manière générale nous enlève ce droit simplement d'être mécontent et de dire dis donc là c'est quand même un petit peu chaud parce qu'on se fait un petit peu égorger, c'est quand même moyen, on n'est pas très content, quoi. Et on lui dit non, tu récupères. Donc c'est absolument épouvantable. Bon, étant entendu, mais ça c'est un lieu commun, que la récupération elle est mauvaise quand elle est de droite, puisque Adama Traoré, puisque George Floyd, je rappelle quand même que c'est un acteur pornographique drogué, qui a été jugé pour avoir braqué une femme enceinte. Enfin vraiment, c'est un type, c'est ça leur idole, c'est ça le truc. Bon, et parce que ce type-là est mort sous le genou d'un flic certainement raciste, il n'y a pas de souci là-dessus. Je veux dire, c'est devenu quasiment une religion mondiale. Il y avait des gens qui venaient se faire baptiser sur le lieu où George Floyd était mort. Enfin, c'est un truc hallucinant. Ben & Jerry qui met des machins sur ses glaces, Black Lives Matter et tout. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est une bonne récupération. Parce que facho, parce que nazi, parce qu'on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Mais voilà, la récupération, elle est bonne dès lors qu'elle n'est pas, comment dirais-je, dès lors qu'elle n'est pas utilisée pour faire en sorte que ça aille mieux dans le pays. Vous avez l'impression que les Français se réveillent ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Le Français gueule un petit peu, il dit qu'il n'y a plus rien qui va, même quand on écoute les sketchs de Coluche, ça fait 50 ans qu'on dit que les politicards sont des escrocs, bon, que plus rien ne va bien, que la crise est là depuis je sais pas combien de temps. Non. Et puis même d'une manière générale, ça fait quand même une bonne quinzaine d'années que ça devient chaud en France, c'est-à-dire que le fameux sentiment d'insécurité commence quand même à se matérialiser un petit peu. Hein. La France est réellement un coupe-gorge, en tout cas est en passe de le venir un peu partout. Et donc, oui, les Français gueulent, les Français râlent, mais j'ai l'impression qu'ils ne se réveillent pas, puisque, pour moi, dans un pays sain, même si je ne crois pas à la démocratie, attention, mais sur le principe, en tout cas sur le papier, dans un pays sain, qui a un minimum envie de vivre, Marine est passe à 85% au premier tour. Normalement. Puis Marine, c'est pas Himmler, hein. Je veux dire, c'est quand même léger. En gros, il dit bon, on va essayer plus ou moins de rester à peu près français chez nous, plus ou moins, bon, à peu près en gros. Et les gens, non, nazi, Hitler, 1933, bon.
en développant une œuvre, on va dire, à contre-courant de la pensée unique, est-ce que vous avez l'impression d'être un lanceur d'alerte ou pas? Non, non. Non, mais c'est surtout qu'une fois de plus, je dis pas ça pour me dédouaner, pour qu'on me traite moins de facho ou de nazi, mais je suis vraiment pas un des plus... Quand on regarde vraiment mes dessins, parce que si vous lisez par les wiki, bon, on voit que vraiment, on dirait que c'est l'enfer sur Terre. Mon truc, c'est quasiment la solution finale en dessin, quoi. Mais en vrai, c'est hyper... je dessine quoi? Je dessine des beaufs qui font des blagues de beaufs, je dessine des bagnoles, enfin bon, c'est vraiment pas chaud. Mais bon, bref. Est-ce que je suis un lanceur d'alerte? Non, 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 non. J'ai l'impression que je suis un type assez normal, finalement. Vraiment, hein, si je fais mon introspection, si je regarde avec beaucoup de recul, j'ai vraiment pas l'impression d'être un néo-nazi génocidaire qui demande des trucs incroyables, quoi. J'ai l'impression que je suis un type assez normal. Je sais pas si vous avez vu dans l'actualité là, le pauvre gars qui a arrêté un cambrioleur chez lui, qui l'a empêché de se barrer avant que la police arrive, et qui a pris une peine plus lourde que le cambrioleur en soi. Le deux poids deux mesures, ça vous inspire, non? C'est très inspirant. C'est quand même globalement assez représentatif du climat général dont on a pu parler avant, dont j'ai pu parler avant une interview. C'est-à-dire que je crois, si je te dis pas de conneries, que c'est Damien Rieu qui avait trouvé une formule très heureuse, qui était: on vit dans le Far West sans possibilité de se défendre, de répliquer, quoi. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez angoissant qui, à mon avis, participe de la dépression française d'une manière générale. C'est que s'il suffit simplement de se défendre, en gros de défendre sa peau, de défendre sa famille, les gens qu'on aime, etc., voire de se défendre tout seul quand on est dehors, c'est presque pas un problème. Il suffit juste de s'organiser pour savoir comment répliquer quand on est face à une attaque. Mais dans la mesure où il est entendu que, comme dans le fait divers qui nous occupe, dès lors qu'on se défend un petit peu, on prend certainement plus cher que ce qu'aurait pris l'agresseur. Et bah du coup, c'est extrêmement déprimant parce qu'on se dit mais ça sert à quoi en fait? On se laisse faire. C'est le fameux truc, je sais plus qu'on appelle la proportionnalité là, c'est-à-dire que si t'as un mec qui arrive chez toi avec un couteau pour te cambrioler, s'il te met un coup de couteau, tu peux lui en mettre un. Mais parce que c'est proportionnel, mais pas deux. C'est-à-dire que si jamais tu sors une batte et que tu t'acharnes un petit peu, ne serait-ce que pour neutraliser la menace, et bah du coup il est en droit de porter plainte contre toi, et c'est le cas de l'affaire qui nous occupe, c'est-à-dire que le mec a été séquestré. Bon, à mon avis c'est pas non plus une séance de torture à la Gégène, quoi. Il a juste été maintenu dans la maison, mais voilà, le mec va sûrement prendre une peine plus lourde. On a eu plein d'affaires avec des bijoutiers comme ça qui finissent par se rebeller un petit peu et qui se retrouvent en tôle pour des années alors qu'ils se sont juste défendus et que les mecs étaient à bout de nerfs. Donc voilà, c'est tout à fait malheureux, tout à fait déprimant. Et les avocats sont très bons ou les juges sont mauvais? Je pense, pour avoir eu affaire moi à la justice quelques fois, alors pour des faits bien sûr pas bien graves, hein, mais j'ai vraiment vu une certaine représentation, c'est-à-dire que bon, les magistrats, souvent des magistrates, quand même assez bien à gauche et qui sont assez contentes de se taper des mecs de droite. Enfin, il y a le petit côté, petit chef, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont là sur leur perchoir. Toi, t'es là, tu sais que tu vas te faire manger tout cru. Et donc, il y a le côté, excusez-vous, monsieur. Enfin, moi, c'est des trucs absolument terribles. C'est-à-dire que moi, pour un procès que j'avais eu, ils m'ont quand même collé sur le dos les abandons d'enfants. En gros, la meuf, elle a dit, on sait que les hommes abandonnent les enfants. Oui, les pères abandonnent les enfants, oui, mais je ne suis pas jugé pour ça, donc voilà, tu vois. Mais c'est pas prêt de changer pour vous? Ça va changer, je pense, hein, tout ça, c'est des histoires de cycle, donc ça va changer. Et, je pourrais pas te dire, en vrai, je suis pas Nostradamus, mais je pense que quand même que tout se passe par cycle, donc oui, ça va déjà changer. Ça commence déjà à changer, hein, les lignes bougent un petit peu. C'est d'ailleurs assez rigolo de voir que maintenant qu'il y a quelques contre-ripostes à droite, on voit les progressistes subir 1% de ce que nous on a encaissé par tonne depuis des dizaines d'années, en serrant les dents et sans jamais se plaindre. Et eux, ils sont déjà en dépression. Donc moi je dis, ces gens-là n'ont pas les épaules pour encaisser ce qu'ils nous ont fait encaisser à nous. Et voilà mon dessin. On a la magistrate qui coupe la parole et qui dit facho.
au monsieur qui vient se défendre. Merci Marceau. Merci.